Niger, Sylvain Ité, diplomate ou mercenaire? En tout cas, c'est notre thématique du jour. Niger, Sylvain Ité, diplomate ou mercenaire? Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, c'est votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre émission de Parole panafricaniste. Il faut d'ailleurs le préciser, Mesdames, Messieurs, que ce week-end, l'ambassadeur de France en poste du côté du Niger a tweeté. Et d'ailleurs, ce tweet, vous allez le voir dans un instant. Souveraineté à quel sujet? Nous serions enchantés que la Russie épaule les efforts de l'Union européenne et annonce la construction d'une centrale électrique ou permettre à la population nigérienne d'avoir de l'eau, à arrêter de boire de l'eau à Niamey puisqu'elle est européenne. Ce sont ces termes. D'ailleurs, l'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, a donc finalement présenté ses excuses à la population nigérienne après s'être disputé sur Twitter avec un utilisateur au sujet de l'influence de la Russie dans le pays africain et du déclin de la présence française dans d'autres pays du continent. La dispute, selon lui, a eu lieu il y a 3 jours dans le cadre de l'inauguration récente d'une centrale photovoltaïque européenne partiellement financée par la France à Gorubanda, près de la capitale Niamey. Un utilisateur de Twitter a souligné que le pays préfère une coopération avec la Russie plus respectueuse de la souveraineté. Ce à quoi le diplomate a répondu: souveraineté sur quoi? En tout cas, jusque-là, ce sont leurs propos. Nous serions ravis que la Russie annonce son soutien aux efforts de l'Union européenne et annonce la construction d'une centrale électrique où fournisse de l'eau à la population nigérienne. Arrêtez de boire de l'eau à Niamey parce que c'est de l'eau européenne, a ajouté le diplomate dans un commentaire qui a fini par déclencher une polémique que l'ambassadeur a tenté de régler vendredi dernier. Mais jusqu'à preuve de contraire, ce tweet a mis le feu aux poudres un peu partout sur le continent africain, à se demander donc si finalement Sylvain Ité est un ambassadeur ou finalement un mercenaire. Il déclare, je cite, « Je m'excuse auprès des Nigériens que j'ai pu offenser », a-t-il déclaré. « Mon souhait était de souligner que les Européens travaillent avec leurs partenaires nigériens pour servir le peuple du Niger. Bien sûr, l'eau du Niger appartient aux Nigériens. Mes propos ont été délibérément déformés », a déclaré M. Ité. Pourtant, le tweet est bel et bien clair. Comment est-ce que cet ambassadeur peut déclarer à Mondo Vision que ses propos ont été délibérément déformés alors que c'est lui-même qui écrit ce tweet? C'est lui-même qui fait ce tweet. Pour qui les Français prennent-ils les Africains? Ces frictions, nous dit-on, interviennent à un moment où plusieurs pays africains expriment ouvertement leur mécontentement à l'égard de la France. Oui, il faut le dire, de la présence française sur leur territoire, dans le cadre d'une politique qu'ils qualifient de néocolonialisme. Le Mali est le meilleur exemple de cette situation. En mai dernier d'ailleurs, les autorités maliennes ont annoncé la rupture de tous les accords de défense avec la France, invoquant des violations de sa souveraineté par les troupes françaises et une profonde détérioration de la coopération militaire, tandis que Bamako, bien sûr, a entrepris de renforcer encore ses liens avec la Russie et surtout de changer de partenaire. Jusqu'à preuve de contraire, une question d'ailleurs des Nigériens. Qu'est-ce que la France a apporté à ce pays? Car il faut le préciser, depuis lors, la France, depuis les années 60, pille l'uranium du Niger et n'a jamais rien construit de ce côté-là. Pourtant, en arrivant justement dans ce pays dans les années 60, les Français avaient déclaré qu'ils feraient du Niger un petit Paris. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui en 2023? En tout cas, nous nous interrogeons. Voilà pourquoi nous mettons ce sujet sur la table ce matin. Niger, Sylvain Ité, diplomate ou mercenaire? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatola ici. Il est le directeur de publication du journal Le Cactus et surtout journaliste d'investigation. Il a justement fouillé pour nous cette information pour en savoir un peu davantage sur ce sujet. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve. Donc vous voyez que je commence cette émission avec le sourire. C'est inhabituel parce que ce que je viens d'entendre est surréaliste. Je dis bonjour aux nombreux téléspectateurs justement de Panafricaniste TV qui nous regardent. Bonjour aux techniciens, l'auto-management de Panafricaniste TV, je le salue. Vous avez mon bonjour spécialement ce matin. Je salue les afro-descendants, notamment ceux de la Martinique,
qui ont adopté un nouveau drapeau, un drapeau panafricaniste, qui exprime justement leur engagement panafricaniste. Et ils ont mon salut ce matin. Notre combat est le leur, notre combat est celui justement du respect de la dignité des peuples noirs, partout où ils se trouvent, des peuples, de tous les peuples de la terre qui sont opprimés et qui sont en quête de la véritable liberté. Je salue les afro-descendants qui sont du côté des États-Unis, qui nous prônent régulièrement le respect des droits humains, qui sont les démocratiseurs, je veux dire les moralisateurs universels en matière de démocratie, mais qui malheureusement sur leur territoire continuent de pratiquer à la fois la ségrégation raciale qui est institutionnalisée et continuent de pratiquer justement pratiquer la peine de mort. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatola, ici. J'espère qu'au cours de ce week-end, vous avez suivi ce qui s'est passé du côté du Niger. Je reprends d'ailleurs le tweet de Sylvain Ité. On se pose bien des questions à savoir si c'est un diplomate ou un mercenaire. Il déclare: souveraineté à quel sujet? Nous serions enchantés que la Russie épaule les efforts de l'Union européenne et annonce la construction d'une centrale électrique ou permette à la population nigérienne d'avoir de l'eau. Arrêtez de boire de l'eau à Niamey, puisqu'elle est européenne. Mais plus tard, ce monsieur revient encore avec des excuses et nous dit finalement que ses propos ont été déformés, alors que c'est lui qui fait le tweet. Monsieur Tizilongo, comme je vous ai indiqué tantôt, je commence l'émission avec un sourire, ce qui est inhabituel. En tout cas, la thématique que vous mettez en débat ce matin nous suggère 2 ou 3 choses. La première chose, c'est la condescendance qui est la marque de fabrique de la diplomatie française. Du moins dans ses rapports avec certains pays africains, notamment l'espace francophone. C'est-à-dire une diplomatie de mépris, s'il faut appeler ça, c'est la diplomatie. Une diplomatie empreinte de mépris, de mesquinerie, de cynisme, d'arrogance et surtout du complexe de supériorité. Ça, c'est la première chose que me suggère cette thématique. La seconde chose que me suggère cette thématique, c'est que l'oligarchie gouvernante française est très en retard. Ils sont persuadés et convaincus que nous sommes toujours au 19e siècle ou au 20e siècle, c'est-à-dire à la période de coloniale, à la période des luttes d'indépendance, où n'importe quel kidam français pouvait débarquer sur le continent africain, quelle que soit justement sa petite consistance intellectuelle, pouvait se mettre à dire tout et n'importe quoi aux Africains, et tout le monde se mettait à dire oui monsieur, oui monsieur, oui monsieur. La troisième réaction que me suggère votre thématique, c'est quoi? C'est qu'ils ne sont pas capables d'assumer. C'est-à-dire lorsqu'ils posent un acte, aussi grave soit-il, ils sont toujours dans la fuite en avant, dans la victimisation. Oui. Et vous constatez, comme moi, qu'ils n'arrivent pas à assumer justement l'exact qu'il a posé, puisque ces 2 tweets sont de lui. J'ignore à quel niveau, justement, ces tweets ont été sortis de leur contexte pour être déformés comme le prétend. Comme je l'ai dit, je voudrais maintenant ramener cette affaire dans le contexte. De quoi s'agit-il? Il s'agit de M. Ité, anciennement qui est l'ambassadeur de France du côté du Niger, qui n'est pas sa première lubie, soit dit en passant. Il vous souvient. Il y a quelques semaines, dans le cadre d'une conférence à laquelle il était invité par les étudiants du côté du Niamey, il n'a pas supporté qu'un panafricaniste, qu'ils ont appelé activiste, lui dit certaines vérités relativement à la politique française du côté du Niger et plus généralement en Afrique. Il n'a pas supporté cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à insulter tout le monde et il a menacé de quitter la salle. Maintenant, quand je mets dans cette affaire dans son contexte, c'est quoi? C'est que M. Ité, qui viole tous les principes liés à son statut de diplomate, s'il en a un, c'est-à-dire le droit de réserve, fait la propagande des investissements de la France et plus globalement de l'Union européenne du côté du Niamey et du Niger, qui selon lui profitent aux populations, et il convoque pêle-mêle un projet de construction d'une centrale photovoltaïque pour justement donner de l'électricité aux Nigériens. Et vous êtes donc un Nigérien, je crois un patriote, qui réagit en disant qu'il préfère justement leur souveraineté, il préfère des partenaires qui respectent leur souveraineté. Je crois que vous l'avez lu, oui. Qui préfèrent les partenaires qui respectent leur souveraineté. Exactement.
Et en l'occurrence, la Russie ou la Chine, qui respectent, qui ne s'ingèrent pas dans leurs affaires internes. Alors, comme ils se mettent de tout et de rien, monsieur l'ambassadeur mercenaire demande quelle souveraineté. C'est-à-dire qu'en fait, il doute même de ce que le Niger puisse être un État souverain ou bien que le Niger soit en droit de revendiquer la souveraineté à laquelle il peut s'attendre. Alors, ça doit faire un tollé. D'abord sur la toile et ensuite au niveau de l'espace public. Ça dit que M. Ité, vous l'avez également lu dans son tweet, il estime que bon, alors si les Nigériens préfèrent la Russie comme partenaire, mais il faut qu'ils se rappellent que l'eau qu'ils boivent est européenne. C'est-à-dire du point de vue, selon lui, du point de vue des investissements de l'Union européenne, c'est-à-dire en matière de la souveraineté hydraulique, c'est-à-dire en matière de la souveraineté de la politique hydraulique, c'est-à-dire que ce sont les unions européennes qui donnent de l'eau. Et la France qui donne de l'eau justement au Nigeria. En mettant d'abord une arrêt à ce niveau-là. Alors si c'est l'Union européenne qui donne, n'est-ce pas, de l'eau aux Nigériens, qui donne l'électricité à la France et plus généralement à l'Union européenne? C'est le Niger. Je crois que c'est le Niger. Je pense que le Niger, au travers de l'uranium qui est pillé, depuis des lustres, sans aucune contrepartie, par rapport aux engagements qui ont été pris par l'État français, en tout cas par les multinationales, au sein desquelles l'État français détient plus de participation. Donc, si, justement, l'État français avec ces multinationales avait fait du Niger ces petits paris qu'ils avaient promis depuis au début des années 60, je crois que les Nigériens ne seraient pas en train de boire l'eau européenne. Ils seraient en train de boire leur propre eau et être alimentés par leur uranium. Je pense que ces gens, ils ont un problème. Ils ont un problème avec la mémoire historique. Ils ont un problème avec leur histoire. Ils ont un problème avec leur propre mondialisation qu'ils ont mise en marche. Ils ont un gros problème. Donc, je pense qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez ce qui se passe au Niger, c'est-à-dire, je parle du pillage des ressources minières, je parle du pillage des ressources humaines du Niger. Adam, qui est le perdant? Je pense que c'est le Niger qui va perdant dans cette affaire. Revenons à la thématique, où il estime que ces propos ont été déformés, c'est-à-dire sortis de leur contexte. Je crois qu'il a également un problème. Je pense qu'il a un problème parce qu'il est de sa part, venant d'un diplomate, soi-disant, c'est intellectuellement et diplomatiquement très malhonnête. Je dis c'est intellectuellement très malhonnête et non assumé. Monsieur, lorsque vous êtes un diplomate, vous avez, et que vous ne pouvez pas respecter le principe du droit de réserve, lorsque vous prenez sur vous la responsabilité de prendre la parole dans la scène publique, vous l'assumez. Je crois que c'est aussi ça un diplomate. Justement. Donc, s'il n'arrive pas à assumer, ça veut dire que c'est un lâche. Voilà donc la racaille qu'on nous envoie sur le continent africain comme diplomate. Je voudrais vous rappeler, dans un contexte pas très lointain, que ce mercenaire officiel comme monsieur Afrique de la diplomatie française sur le continent africain, notamment dans les pays francophones. Vous savez ce que monsieur Afrique de la diplomatie française, de la diplomatie publique dans un pays, dans un territoire français, dans un territoire africain, notamment l'espace francophone? Non. Ça veut dire qu'il fait la promotion de la xénophobie, du racisme. Je voudrais vous ramener dans le contexte camerounais. Au moment où ce monsieur, c'est lugubre personnage officiel comme chargé d'ambassade. C'est lui qui a été à l'origine du décès de Tieni N'Tchama. Ça vous dit que c'est Tieni N'Tchama? Oui. C'était l'ancien directeur général à l'époque de la BISEC. Ce monsieur est décédé dans un avion médicalisé qui était censé le transporter pour la France à l'aéroport de Simalène à Yaoundé parce que monsieur Sylvain Ité avait refusé de lui délivrer un visa. C'est savoir dans le genre de partenaire la qualité, la moralité des partenaires qu'on nous impose sur le continent africain. Lorsque tout à l'heure je vous indiquais que Sylvain Ité, c'était un raciste, je dis, le fait historique qu'il vient de convoquer au travers le décès de Tieni N'Tchama vous amène à comprendre quelle est la vision, la psychologie, merci, quelle est la psychologie de ce personnage. C'est-à-dire c'est un personnage raciste, xénophobe,
Je crois que Jean Foucault était mieux que ce personnage. Il sait de quoi je parle. Donc, pour revenir donc, pour ce premier jet, je pense qu'aujourd'hui, M. Ité ne va pas dire aux Nigérians, au peuple nigérien qui va s'engager dans une dynamique de rupture avec la France, que c'est la Russie qui est derrière. Je pense que nous devons tirer conséquence de telles déclarations. Albert Anatole, ici, peut-on parler d'excuses de la part de Sylvain Ité, lui qui déclare haut et fort que ses propos avaient été déformés? Peut-on réellement dire que ce personnage s'est vraiment excusé? Je ne pense pas. Je pense que s'il n'y avait pas eu ce tollé, peut-être une remise en ordre, justement de sa hiérarchie, il n'aurait pas fait ces rétropédalages. Souvenez-vous, Jean-Christophe Béliard, ça veut dire quelque chose? Oui. C'est l'ambassadeur de France du côté de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en février 2022. On lui accorde un passage dans une télévision de la place NCI, je pense, où, à la question de savoir, lorsque le journaliste lui pose la question de savoir, est-ce qu'entre la France, entre Paris et Bamako, la rupture est désormais consommée? Vous savez ce qu'il répond au journaliste? Il dit au journaliste qu'avec un sandwich et une bouteille de coca, ça coûte environ entre 1000 francs et 2000 francs, c'est-à-dire 3 euros. On peut acheter les musiques, on peut avoir des manifestants anti-français. C'est ce qu'il a répondu. Donc, ça veut dire que, selon Jean-Christophe Béliard, les Africains ne sont pas capables de réfléchir par eux-mêmes. C'est-à-dire, lorsque je parle des Africains, je me parle des masses populaires, contestataires, réprobateurs, révolutionnaires, ne sont pas capables de comprendre par eux-mêmes que, écoutez, cette histoire dans laquelle nous sommes embarqués avec la fin depuis des siècles, depuis un siècle bientôt, ne nous a apporté que malheur, infamie, oui, arrogance, assassinat politique, n'est-ce pas, pillage de nos matières, pillage de nos cerveaux. Donc selon Jean-Christophe Béliard, les militaires qui sont au pouvoir à Bamako ont corrompu des millions de Maliens. Alors, donner un sandwich et un coca. Un coca. Des millions de Maliens pour qu'ils descendent dans la rue et commencent à manifester contre la France, contre la politique française. Voilà le niveau de réflexion, M. Sylvain Lengos. Voilà leur niveau. Et vous dites que nous pouvons débattre avec ces gens d'individus. Je ne pense pas qu'ils soient à l'auteur de notre débat. Donc, je pense que c'est l'attitude de Sylvain Ité s'inscrit dans la même posture que M. Jean-Christophe Béliard, c'est-à-dire la posture d'arrogance. Parce que lorsqu'ils viennent sur le continent africain, je voudrais quand vous dire qu'ils passent tout un cours. Hein. C'est tout un cours, ils passent au moins 1 ou 2 mois de cours, c'est-à-dire des recyclages, de lavage de cerveau, c'est-à-dire qu'on les formate à comprendre que lorsqu'ils viennent sur le continent africain, ils doivent nous prendre par le haut et non d'égal à égal. Je crois que la sortie malheureuse et infamante, irrespectueuse, méprisante de M. Ité, Sylvain Ité, justement renforce notre détermination à s'engager dans une dynamique de rupture avec la condescendance de l'impérialisme français. Commençons déjà par cette question. Est-ce un ambassadeur ou finalement un mercenaire? C'est les deux à la fois. Tout à l'heure, je vous indiquais que lorsqu'ils viennent sur le continent africain, c'est tout un coup. C'est bien, c'est pas seulement les ambassadeurs français. Hein. Tous les ambassadeurs occidentaux, américains, ils prennent les cours, que ce soit en matière d'espionnage, en matière de mercenariat. Je ne suis pas en train de spéculer. Je voudrais vous convoquer dans les événements qui ont conduit à l'assassinat de Robert Gueye à Côte d'Ivoire, qui était justement le bras séculier de cette affaire, de cette opération mafieuse. C'était l'ambassadeur français de la Côte d'Ivoire qui a piloté de bout en bout, justement, l'assassinat de Robert Gueye, qui a été à l'origine, justement, de la mise à l'écart de notre compatriote, notre frère et père, Laurent Gbagbo du côté de la Côte d'Ivoire. C'était un ambassadeur français. Donc, c'est des mercenaires. Je dis bien, c'est des mercenaires, ils ne sont formés que pour cela. Raison pour laquelle ils se sont toujours, inscrits dans les missions clandestines, en lieu et place des missions officielles des diplomates. La preuve, ils peuvent s'octroyer les libertés, l'indépendance d'organiser des messes nocturnes avec des dynamiques de déstabilisation à la fois endogènes et exogènes dans nos États, au sein de nos États. Ils ne sont pas capables
Ils sont irrespectueux du taux de réserve que leur impose justement le traité, justement, je crois, de Genève dans ce sens. Alors il y a problème. La réciprocité est absolument pas possible. C'est-à-dire qu'un ambassadeur camerounais, gabonais, tchadien, burkinabé, ivoirien, malien, qui est du côté de France et qui s'ingère dans les affaires intérieures de la politique française, mais ce serait un télo général. Vous aurez des manifestations à n'en plus finir. C'est-à-dire vous aurez des mercenaires de plateau qui vont vous faire un bashing à n'en plus finir. Mais c'est sur le continent africain que ces mercenaires génocidaires se donnent toutes les libertés. Donc je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes désormais en droit, plus que jamais, nous déterminer à mettre un terme à ce genre de postulat. C'est-à-dire, vous avez sur le continent africain des gens qui se mettent de vos histoires, qui font le tour de vos États en mission d'espionnage, en mission clandestine, qui sont capables de signer des deals avec la société civile, avec les hommes politiques, de corrompre les médias. Je pense qu'il faut absolument davantage les combattre dans nos États. Je crois qu'aujourd'hui, nos compatriotes panafricanistes du côté du Niger, désormais doivent s'engager dans un triple combat. Le combat de chasser ces mercenaires, qui n'est pas digne d'être appelé diplomate, parce qu'il n'en a pas l'étoffe, dans la mesure où il ne fait pas pour des responsabilités par rapport à sa sortie condescendante et malheureuse. Deuxième chose, comme bout hors de l'État nigérien, c'est Rakai avec sa ferraille, qui est désormais déployée là-bas comme base militaire, entre autres Barkhane, justement, et désormais Sabre. Il faut qu'on bout hors de l'État, justement, de l'État nigérien, toutes ces multinationales françaises qui pillent. Mais monsieur Chief de Lagos, qu'est-ce qui a valu, qui vous a souvent valu d'être suspendu d'antenne pendant des mois parce que vous appelez cette histoire, vous appelez le Conseil national de la communication? Parce que vous avez eu la lucidité de décrier la politique française du côté du Niger. Souvenez-vous, nous avons eu dans une autre tribune fait une émission sur l'uranium du Niger. Je crois que vous connaissez le scandale. Oui, le scandale qui... Orano, qui est devenu le scandale Areva, qui est devenu Orano plus tard. Nous connaissons le scandale, à la fois le scandale environnemental, mais ils nous parlent tout le temps. Ils nous disent qu'ils sont des précurseurs, n'est-ce pas, de la protection de l'environnement. Mais lorsque vous regardez les documentaires qui nous viennent de ce côté-là, dans les gisements d'uranium, ces gens qui pillent l'uranium Niger sont-ils respectueux de l'environnement? Du tout. Sont-ils respectueux de la santé des ouvriers qui travaillent dans ces gisements? Du tout. Là encore, vous avez l'image la plus sombre du racisme, de la discrimination sanitaire qui y est, qu'on y pratique. C'est-à-dire que vous avez des Nigériens qui sont irradiés par les effets radioactifs des déchets de l'uranium, qui ne sont pas pris en charge, mais vous avez des locodèmes qui sont absolument bien plus en charge. Dès qu'ils sont malades, ils sont évacués. Vous avez pratiquement la moitié du territoire nigérien qui est dans l'obscurité. Pourquoi? Non seulement qui est irradié, parce que vous avez les déchets radioactifs qui se baladent avec le vent. Vous avez plus de la moitié de la population nigérienne qui est impactée par cette activité d'exploitation de l'uranium nigérien. Vous avez une grande partie du territoire nigérien qui dort dans l'obscurité, un peu comme tant le nord et tant le sud, n'est-ce pas, dans ville cruelle de Esaboto. C'est-à-dire vous avez d'un côté les privilégiés, de l'autre côté, vous avez le prolétariat qui croupit, n'est-ce pas, dans la misère totale, la plus absolue, et vous avez de l'autre côté une oligarchie qui vous parle avec d'arrogance. Je pense qu'aujourd'hui, M. Sylvain Ité vient une fois donner l'occasion de demander à la France de partir. Pour sortir de cet entretien, Albert Anatola, ici sous d'autres cieux, cet ambassadeur aurait été rappelé, les autorités nigériennes lui auraient demandé justement de s'expliquer sur ses propos, jusqu'à preuve de contraire, rien de tout cela de la part des autorités nigériennes, ni de la part de la France. Mais écoutez, mais attendez, qu'est-ce qui vous surprend?
le Larbin qui officie comme chef d'État du côté, qui se veut, qui se donne, je veux dire, la peine de rappeler à chaque fois qu'il est président de la République, est-il un Nigérian qui travaille pour le Niger et pour le Nigérian? Non, c'est un Larbin qui a été investi par son prédécesseur, Mamadou Issoufou, consacré, je veux dire, adoubé par Jupiter, c'est-à-dire Macron. Mais que voulez-vous, dans un État normal, mais nous ne sommes pas justement dans un État de ce côté-là, cet ambassadeur aurait dû être rappelé. Il n'y a même pas eu, aurait dû être soit rappelé, soit être convoqué, il n'a pas été convoqué. Oui. Il n'y a même pas eu une lettre de protestation, même verbale. Et rien. C'est-à-dire, de ce côté-là, ceux qui se donnent des aides d'autorité, des dirigeants, sont entrés sous la table. Je crois qu'aujourd'hui, la société civile panafricaine de ce côté doit prendre ses responsabilités. On ne peut pas accepter qu'au XXIe siècle, un locoderme de bas étage, je dis bien de bas étage, c'est deux tu confortes mon propos, qu'un locoderme de bas étage parle avec autant d'arrogance à un peuple qui mérite son respect et le respect de l'État qu'il a envoyé de ce côté. Merci à vous, Albert Natola, ici d'avoir été dans nous ce matin. Ça fait un plaisir. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur nos pages Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. L'information y est en continu. Bonne journée à toutes et à tous.